Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous sommes, vous le savez, au dernier étage de l'Arche de la Défense avec Laurent Bell, qui est, et je vous salue mon cher Laurent, le Bonjour. directeur général de la Philharmonie. La Philharmonie, on en a beaucoup parlé depuis son ouverture. Des océans de papier ont été écrits sur cette création donc, de Jean Nouvel. Des papiers pour, des papiers contre, ça ne marchera jamais et c'est en fait un triomphe absolu, qu'il s'agisse de musique classique, de jazz ou de musique pop. Alors, au fond, quels ont été depuis l'ouverture les moments qui vous ont emballé, mon cher Laurent? En fait, ce qui m'emballe le plus à la Philharmonie, c'est que le pari, c'était de rapprocher des musiques qui se vivent toujours dans des continents séparés, populaires, savants, et même à l'intérieur du savant, le baroque qui ne va pas à l'orchestre, qui ne va pas écouter le contemporain. Cette salle, elle est magnifique pour les concerts d'orchestre. On a connu des moments extraordinaires avec des chefs comme Daniel Barenboim ou Valéry Gergiev ou la Philharmonie de Berlin, par exemple, comme grand orchestre. Donc là, c'est sûr que... Acoustique magnifique. Voilà, c'est sûr que la présence sonore, le fait que vous n'êtes pas dans une salle, mais vous êtes immergé dans le son, fascine complètement, y compris ceux qui me disaient... Mais Laurent, je ne quitterai jamais la salle Pleyel. Pourquoi avez-vous eu cette idée de nous implanter Et en fait, ils y vont très facilement maintenant. Alors, non seulement ils y vont facilement, mais ils viennent me trouver en me disant on n'avait pas imaginé, parce qu'en fait, on projetait la même salle en un peu mieux. Mais on n'est pas dans cette approche-là. On est vraiment dans une salle qui permet une découverte pour les mélomanes et pour des nouveaux publics qui... vont subitement se dire oui, il y a une vie dans cette musique, même si je suis jeune, même si ma génération est rap ou hip-hop. C'est donc un lieu qui parvient en quelque sorte à, de mon point de vue, proposer un nouveau modèle pour le XXIe siècle, qui ne soit pas simplement des temples dans les centres-villes, mais des lieux, la jonction entre des publics déjà connaisseurs et Pleyel, voilà. Ouais. Je pense que ces modèles-là, bien sûr, perdureront et je leur souhaite de perdurer, mais je pense que dans les grands centres urbains, et je m'en rends compte en voyageant, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Asie et c'est vrai un peu de partout, il y a un questionnement sur le danger de vieillissement des publics de musique classique attachés à un patrimoine et des jeunes qui n'y trouvent pas leur compte. La Philharmonie, d'une certaine manière, et son positionnement géographique d'ailleurs indique un certain nombre de choses à ce sujet-là, arrive à relier ces deux données et de faire finalement un lieu de vie où les gens circulent, se rencontrent, ont chacun leurs envies. De la musique et de la musique formidable. Alors, est-ce que justement ça va jusqu'à une redéfinition de ce que peut être, Laurent Bell, la musique classique? À savoir, par exemple, pour y avoir été assisté au 50e anniversaire de Sgt. Pepper's par des musiciens britanniques, est-ce qu'on peut considérer, vous qui aimez particulièrement la musique classique, que finalement il faut élargir maintenant, en 2018, le registre de la musique classique à de Mozart aux Beatles et éventuellement, ou est-ce qu'il faut maintenir une sorte de séparation? Non, moi je considère qu'il faut passer au-delà de ces frontières. C'est pas comme en politique, savoir si droite-gauche c'est fini et autres, mais il y a quand même quelque chose de cela. Et le dénominateur commun, ça va être de dire c'est l'exigence. Parce qu'il faut quand même toujours choisir. Il faut sélectionner. Les gens, ce que Solaire s'appelait la guerre du goût. Ils aiment la chanson ou ils aiment le classique, mais oui, mais ça ne dit pas tout. Donc, la problématique, c'est l'exigence. Par exemple, à la Philharmonie, si je prends les deux extrêmes, nous avons d'un côté le grand orchestre symphonique, ou voire même le grand récital de piano par Maurizio Pollini, et à l'autre bout, nous créons des orchestres d'enfants dans les quartiers défavorisés, des enfants de 8 à 10 ans qui vont répéter plusieurs fois par semaine, et que nous parvenons, une fois par an, à faire jouer sur cette scène de la Philharmonie. Et cette idée qui rassemble ces deux points, non seulement elle fait sens, mais nous sommes demandés à l'étranger, voire dans certaines régions, pour créer des développements
qui allent dans ce sens et qui irriguent le territoire. Dernière question est importante. Il y a eu beaucoup d'articles sur le bâtiment, donc voulu par Jean Nouvel. On en est où des dernières touches qui pourraient être apportées? Car, il faut bien le dire, c'est un bâtiment qui n'a pas été totalement terminé pour des questions financières. Alors, c'est un bâtiment qui, quand il a été inauguré, était loin d'être terminé. Depuis, cette partie, on va dire, non achevée est réalisée. Donc, le bâtiment, aujourd'hui, le public peut en fréquenter tous les espaces. Reste une question qui est celle qui touche le plus Jean Nouvel dans sa pratique d'architecte et dans la défense de son art, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où la réalisation ne correspond pas à ses aspirations. Donc ça, effectivement, c'est le débat qui est devant nous pour savoir comment on peut trouver sur ce terrain-là des solutions qui passent aussi par des problématiques financières, bien évidemment, mais qui allent dans le sens d'un apaisement et également d'un plaisir retrouvé pour Jean Nouvel par rapport à ce lieu, et plaisir, de mon point de vue, tout à fait légitime, parce que si on prend l'ensemble des réalisations de Jean Nouvel, déjà remarquables au niveau de la musique, à Lucerne, à Copenhague et dans d'autres villes, cette salle marque un tournant important, et l'ensemble du monde musical le dit. Je ne suis pas le seul à le dire. C'est vrai, une acoustique exceptionnelle, des invités exceptionnels et une réussite exceptionnelle. Merci Laurent d'être venu nous voir. Laurent Bell qui dirige donc cette philharmonie qui se trouve dans le nord de Paris. Voici le sommaire de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes au dernier étage de l'Arche de la Défense, avant le toit, qui a une magnifique exposition de photos de Guillaume Herbeau. Et voici le sommaire de 300 millions de critiques avant que nous retrouvions tous nos petits camarades critiques. La Belgique et la France ont déjà cédé sous la déferlante des Tuches 3. Alors, qui vote pour les Tuches dans la francophonie? Nous allons en débattre. Le Suisse Causé a marqué l'année 2017 et ce début 2018, récompensé par le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2017. Il a présidé la dernière édition et nous allons parler de lui. Nul n'est prophète en son pays, c'est une maxime qui colle parfaitement au cas du groupe Les Liminianias. Ils ont conquis l'Amérique et tout le Gotha du rock anglo-saxon, alors qu'en France, ils étaient sous les radars de la presse musicale. Erreur enfin réparée, dans 300 millions de critiques également. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui crée, c'est dans le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Après ce sommaire palpitant, voici la joyeuse équipe qui vous accompagne pour 300 millions de critiques. Estelle Martin, notre TV5 Monde. Ma chère Estelle, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Catherine Pépin de Radio-Canada. Ma chère Catherine, bonjour. Bonjour. Alain Gerlage de la RTBF, que voici avec un magnifique blazer bleu. Laura Tenouji de France Télévisions, irremplaçable. Et bien évidemment, Michel Serruti de la Radio-Télévision Suisse. Premier sujet, vous allez vous dire qu'est-ce que ça fabrique dans une émission à caractère culturel. Et vous aurez bien, figurez-vous que la Belgique et la France ont déjà cédé sous la déferlante des Tuches 3. Liberté, égalité et fraternituche. Et même le très élitiste magazine Les Inrocks a publié une critique dithyrambique d'un film qu'il considère comme totalement hilarant. Avis que partage la presse belge et française, disons avec une certaine forme d'humanité. Alors, qui vote pour les Tuches dans la francophonie? Nous allons en débattre après la bande-annonce du film, qui est en tête donc de très nombreux box-office francophones. Le voici, ou plutôt la voici. Il s'en est passé des choses en 2 ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Jeff, regarde, le TGV passera par Bouzols. Les Tuches, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Bah, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tombes la pousse d'abord. Mon Jeff Tuche. Et pourquoi? Parce que c'est mon nom. Jeff Tuche, président. 7% des voix. Paraît que c'est beaucoup. Ça, c'est énorme, ça veut dire que sur 7 Français, il y en a 100 qui votent pour toi. Jeff Tuche, quel est votre programme? J'hésite entre Koh-Lanta et The Voice. On aura vraiment tout vu, Bichon. Jeff Tuche, le candidat que personne n'attendait. Élu avec 57% des voix. En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous. Une déclaration, s'il vous plaît, monsieur Papin. Bon courage. Au nouveau président. Non, aux Français. Et voilà les cuisines de l'Élysée. Ah, la cuisine de bâtard. Prévois un sauce samouraï.
Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Ça va aller, ça va aller. Et je dors à l'Élysée, moi c'est Jeff Tuche. La loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser. Restez assis, restez assis. Pendant que j'y pense, là, vous pourrez un peu débarrasser vos trucs, là, parce que moi, j'ai pas 8 bras, hein. Je suis pas un poulpe. Alors, qui peut expliquer, qui comprend justement cette vague tuche? Cette vague tuche, je ne sais pas si on peut comprendre cette vague tuche. J'avoue que, voilà, étant bobo, Isabelle Nanty, donc, qui joue Madame Tuche, l'explique dans Libération. Elle dit que c'est un film que les bobos vont détester, les Parisiens. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un énorme succès en région. C'est-à-dire qu'il y a 13 spectateurs en région contre 1 en région parisienne, alors que d'habitude, c'est 4 pour 1. Donc, vous voyez, le ratio n'est pas du tout le même. Et c'est vrai que c'est une déferlante. Et ce qui est étonnant, c'est que le premier Tuche n'a pas eu autant de succès. Le deuxième, ça monte. Et alors là, le troisième, plus de 2 millions d'entrées en à peine une semaine. Ils sont vraiment partis pour aller très loin. Moi, à mon avis, ce phénomène, c'est parce que c'est un film bienveillant. C'est un film d'Olivier avec Barrault, Rouve, les anciens Rouve. Jean-Paul Rouve, les anciens. Et c'est vrai que Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty sont quand même très drôles. On dirait les bidochons d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un film à sketch. Donc, vous avez vu la bande-annonce, hein, c'est-à-dire que voilà, Jeff Tuche devient président de la République. Et j'avoue qu'un des moments les plus hilarants, comme si un inconnu pouvait devenir président de la République. C'est exactement. Invraisemblable. Ou alors si on se trouvait quelqu'un qui regarde la télé tout le temps. Bien devenu voilà, président des États-Unis. Il est toujours devant sa télévision, puis il a la banane à idée, c'est-à-dire la banane, vous savez, c'est cet accessoire qu'on a porté dans temps jadis. Qu'on ne porte plus. Qu'on ne porte plus, des années 80. Et Jeff a aussi une coupe mousseuse. Qu'on ne porte plus. Qu'on ne porte plus, voilà. Et donc je pense que tout ça c'est vraiment franchouillard, c'est les bidochons. Je pense que les Français aiment bien ce côté autodérision. Donc c'est une sorte de miroir de la société, au fond. C'est ça l'idée. Oui, Ou est-ce que cette question est idiote? Mais je pense qu'il y a en effet de cela. D'abord, je voudrais dire que malgré le succès en Belgique, toute ressemblance avec des Belges serait purement fortuite. Il n'y a que les frites. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est proche. C'est vrai qu'on est proche du nord de la France, et on l'a vu aussi, par exemple, lors de l'énorme succès des Ch'tis. Écoutez, moi, il y avait des films monstres pour aller le voir en Belgique aussi, parce que c'est vrai qu'on est quand même proche de cela. Cela dit, il y a un lien avec la Belgique. C'est que c'est en regardant un numéro de l'émission Striptease que le scénariste a eu l'idée des tuches. Alors, il y a un scénariste. c'est une émission culte de la RTBF qui a été diffusée dans pas mal de pays francophones aussi, et également sur nos antennes, et qui montre la réalité de différents milieux, sans phare, mais sans parti pris. Mais là, il y a une et je crois que c'est ça qui est le lien. Alors moi, ce qui m'amuse le plus, c'est pas les extraits des films que j'ai vus. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est évidemment l'embarras de la critique éclairée, cacher ce peuple que je ne saurais voir. Comment peut-on être un critique progressiste et en même temps voir que le peuple aime quelque chose qu'il ne devrait pas aimer? Ça, pour moi, c'est un ravissement. Michel. Moi, je vous avoue très franchement que je fais partie des bobos de tout ce que vous voulez, mais j'ai trouvé ce film... Si je veux être vraiment méchant, je vais être très méchant, mais je vais vous résumer ma pensée. Patrick Lelay, à l'époque où il était PDG de TF1, avait sorti cette fameuse phrase pour dire qu'effectivement, il fallait préparer les téléspectateurs, il fallait les relaxer, il fallait les rendre... perméable à la publicité, et ce que faisait TF1 en l'occurrence, eh bien, c'était permettre aux annonceurs, en l'occurrence une marque de boisson gazeuse, la conclusion de leur donner, j'arrive à la conclusion, de leur donner du temps de cerveau humain disponible. Eh bien, les tuches sont coproduits par TF1. Alors là, je reste. Non, mais je trouve quand même que Michel est très dur et que on n'est pas obligé tout le temps de voir des films. Je rappelle quand même à tout le monde que TF1 a coproduit Casino de Scorsese, etc. mais je dis, c'est un argument.
C'est une boutade. Et puis en c'est plus, une boutade. Allons-y. En plus, les tuches, que ça soit le 1, le 2 ou le 3, c'est un film à voir au 40e degré, quoi. Il faut se plonger dedans. Moi, j'aime beaucoup Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve. Je dis que c'est pas un film qui est fait pour nous faire progresser intellectuellement, c'est certain. D'ailleurs, les commentaires sur Twitter, c'est je vais mettre mon cerveau au repos pendant 1h30, je vais aller voir les tuches 3. Et ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais oui, mais ça fait du bien de temps en temps. Ça peut être agréable aussi de mettre son cerveau au repos pour mieux le faire fonctionner par la suite. En tout cas, les internautes, forcément, pour eux, c'est un sujet de conversation. Ils prennent très mal le fait qu'on leur dise qu'ils sont des idiots parce qu'ils se rendent au cinéma pour aller voir les tuches 3. Et il y a plein de comptes qui sont nés. Il y a les tuches du 29, les tuches du 31. Un pour tuche, tuche pour un, c'est aussi un compte Instagram qui reprend les meilleures répliques. Ils n'ont pas de compte officiel, mais il y a quelqu'un qui s'est improvisé être le directeur du compte Instagram Les Tuches Officielles en réalité. Et il y a même le Hollywood Reporter qui a fait un article sur les Tuches 3. C'est très amusant de lire en anglais une critique sur les Tuches 3. je vous le recommande. Voilà, il y a même on parle de cuisine et on dit que les blogueurs gastronomes sont à la mode. Ils ont même fait des recettes de cuisine entuchées. Pour rester dans l'actualité. Donc, c'est un franc succès sur Internet. Avec la pomme de la terre ? Parce que c'est quand même le gros succès avec Isabelle Nanty qui veut absolument des frites. Et donc, c'est la pomme de la terre. On ne dit pas pomme de terre. Et puisqu'ils sont à l'Élysée, le chef cuisinier de l'Élysée essaye tout le long du film de faire de bonnes Et la pomme de la terre pour la frite, c'est la binge. Bravo. Voilà, j'ai dit quelque chose. Laura termine. Mais il y a effectivement beaucoup de Michel sur Internet aussi qui disent voilà, les personnes qui apprécient réellement les tuches sont un mystère pour moi. Donc, je pense que vous avez des amis. Non, à part ça, il y a juste une chose que j'aimerais corriger. Moi, j'ai rien contre les gens qui vont regarder le film. C'est pas parce qu'on n'aime pas un film qu'on est qu'on traite les gens qui vont regarder le film d'idiots. Simplement, moi, je vous dis que ce film n'a pas fonctionné en Suisse et j'ai été voir Les Tuches 3. J'avoue que, voilà, personnellement, c'est absolument pas un film qui m'a séduit. Maintenant que ça plaise à des gens, mais tant mieux pour eux. Il n'y a pas de problème avec ça. Catherine. Alors, figurez-vous que nous n'avons pas eu le privilège de voir les tuches au Québec. Quel malheur! Il n'y a pas de distribution pour l'instant. Aucun des 3 tuches n'a été distribué au Québec. Alors ça soulève une question. Le 4, ce sera les tuches au Québec. Oui, c'est ça. Il y a déjà eu un moment. Ils auront de la poutine, alors. Attendez, parce qu'il y a déjà eu un peu les tuches au Québec avec les tuches le rêve américain, c'est ça, le tuche 2. D'ailleurs, il y a des acteurs québécois dans ce film-là. Mais ça soulève une question intéressante, par contre, celle de la distribution des films français au Québec. C'est vraiment sur le déclin. Les parts de marché du cinéma français au Québec représentent à peine 4%. Est-ce que franchement ce débat que j'ai initié avec cette question idiote sur le thème on admire ou on se regarde, est-ce que fondamentalement on n'est pas tout simplement dans la bonne farce Mais c'est bienveillant. Ce ne sont pas des films réac, hein. Il faut quand même le préciser. C'est pas du tout réac, extrême droite. C'est vrai. Qu'est-ce que vient faire la politique dans les frites? Mais si, parce qu'ils en parlent justement de la politique. Bien sûr. Justement, et Jeff Tuche explique qu'on vient tous des têtards et donc on est tous égaux. D'ailleurs, il y a le petit copain de la fille est noir, le fils est homosexuel. C'est vraiment très ouvert. Ils égratignent un peu la classe politique et les intellectuels qui justement n'aiment pas les tuches. Mais c'est tout. Et c'est encore une fois, c'est bienveillant, c'est gentil. Et je pense que c'est aussi parfois peut-être que le spectateur a envie d'avoir un peu de gentillesse, d'humour. C'est caricatural. Encore une fois, moi, ça m'a vraiment fait penser au bidoche. Ce que je comprends pas, c'est qu'en France, on a justement des exemples de films et des comédies qui sont des réussites au niveau vous avez par formel. exemple le sens de la fête qui vient de sortir, qui a été fait par... Ou Chabat, quand il a fait Astérix Obélix Mission Cléopâtre, franchement, c'est un film qui est très réussi et qui a très bien marché au box-office. Intouchable est un film dont on connaît le succès. C'est un film qui est bien réussi, qui est réussi parfaitement formellement, et c'est un film aussi qui est une comédie et qui fait rire. Donc on peut faire ça aussi en France. Mais conclusion... le succès des Tuches est aussi une leçon d'humilité pour une certaine critique cinématographique dont un certain nombre de représentants semblent le vivre mal, mais c'est la réalité. Il faut remarquer une chose par rapport au César, c'est que Danny Boone vient d'obtenir un César du public et qu'il fut à l'origine de très nombreuses tribunes dans les journaux, considérant que les cérémonies officielles ou les grandes manifestations du cinéma, comme par exemple le Festival de Cannes, ne rendaient jamais hommage au cinéma délibérément comique, quelle que soit la qualité des films. Et c'est pour ça que les Tuches s'inscrivent justement dans cette reconnaissance, enfin, des institutions du cinéma, pour un type de cinéma qui a longtemps été boudé.
Voilà pour ce sujet et ce succès donc des tuches. Les Suisses, deuxième sujet, aussi ont des stars de la BD, et une en particulier qui a marqué donc l'année 2017 et ce début 2018, c'est Cosey, récompensé par le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2017. Il a présidé la cérémonie 2018 et une exposition lui a été consacrée. Nous allons en parler juste après ce sujet de la RTS. Il est impressionné, Cosey, parce que devant lui, il y a la ministre de la Culture française, Françoise Nyssen, mais surtout à cause de cette médaille qui le bouleverse. Depuis hier, il est chevalier des arts et des lettres. Un grand merci, je suis très touché. L'élève médiocre que j'étais est un peu étonné, mais il est ravi. Je n'ai pas suivi la voie classique, comme je ne m'attendais pas à ça. Lui, le crépitement des flashs, ce n'est pas son truc. Il retrouve ses marques ici, en train d'expliquer aux gens sa BD à lui, dans son exposition rétrospective. C'est un dessin qui s'assume, qui ne cherche pas. C'est l'antithèse du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil vous fait croire que vous êtes en face d'une réalité alors que c'est juste une image. Pour moi, en bande dessinée, tout est au service de l'histoire. Le dessin et les couleurs. Voilà, c'est un tableau abstrait, alors qu'en fait, c'est des rochers dans la neige la nuit. Je fais confiance au lecteur, il voit bien que c'est pas sa veste qui est partout. Le lecteur imagine lui-même la séparation. Il n'y a pas besoin de faire le petit liseré blanc que feront beaucoup de dessinateurs comme pour se rassurer eux-mêmes et rassurer le lecteur. Je fais confiance au lecteur. C'est surtout dans sa conception du noir qui agit comme une vraie couleur. Et c'est magique, on est pris tout de suite, quoi. Ces albums avaient bercé mon adolescence et m'avaient ouvert à la nature, au voyage et à l'amour. Monsieur, j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. J'adore Yakari. Merci. Yakari, c'est pas moi. Oui, Yakari, c'est pas Cosey, c'est Derib, son maître à qui il doit beaucoup. Non seulement j'ai pu travailler dans son atelier, mais il m'a encouragé à réaliser mes propres projets. Donc je dis merci Derib. Je n'entretiens pas cette passion, elle s'accroît. Mais c'est vrai, hein, je crois que je suis plus passionné maintenant qu'à 20 ans. Et ça, le Festival international d'Angoulême l'avait bien compris en lui donnant le Grand Prix l'année dernière. Voilà, Cosey, qui est-il? Réponse Michel Serruti. Non, c'est malheureusement pas moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit le cas, non, je plaisante. Non, Cosey, c'est un monsieur qui, à l'état civil, s'appelle Bernard Cosendé, qui est né en 1950, 67 ans, 68 ans cette année. Et effectivement, c'est avec Zepp, une des deux grandes stars de la BD. Il y en a d'autres qui sont en train de monter. La Suisse étant un peu l'autre pays de la BD après la Belgique et la France, en l'occurrence. Ce qu'il faut savoir de lui, c'est que sa notoriété, elle a véritablement commencé au milieu des années 70. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'il fait, évidemment, si on n'a pas connaissance du paysage de la BD dans ces années-là, on a peut-être peine à comprendre en quoi il était novateur. Quand il est arrivé avec sa série Jonathan, une sorte d'aventurier, mais pas véritablement héros pacifiste, voilà, qui traverse l'Himalaya en long, en large, en travers, à la recherche de son passé parce qu'il est amnésique, mais aussi à la rencontre des autres et à la recherche de lui-même. Il a un petit peu inventé le roman graphique à cette époque-là. Il a inventé une sorte de BD qui n'existait pas non plus. Il est à la fois dessinateur et scénariste, et avec ces deux qualités-là, il a été capable, il l'est encore aujourd'hui, bien de transposer, de donner quelque chose qui a fait dire à Franquin. Franquin disait, le père de Gaston Lagaffe et de Spirou notamment, disait que justement, avec le dessin et les textes et les histoires de Cosey était capable de transmettre des sentiments avec une délicatesse, avec une profondeur qu'on retrouvait ou qu'on pouvait retrouver dans toute bonne littérature. Donc c'est un vrai beau grand compliment. Et c'est tout ce parcours-là qui a été récompensé l'année passée à Angoulême, lorsque Angoulême... Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous considérez comme fondamentalement nouveau dans cette affaire? Alors, ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand il a fait Jonathan, il a dû se battre pour que Jonathan soit publié à ce moment-là, parce que c'était quelque chose qui sortait complètement des codes de la BD au milieu des années 70. Maintenant, aujourd'hui, le roman graphique, tout le monde en fait. Des BD à épisodes, tout le monde en fait aussi, mais à cette époque-là, pas tellement. Et avec un héros qui était un petit peu un anti-héros, qui était sorti de la Beat Generation, c'était vraiment ça, hein. C'était sorti des années 60. C'était amusant, en plus, ça a été un des premiers, enfin j'ai découvert ça. Avec des bandes-son. Avec des bandes-son. C'est-à-dire qu'on peut écouter, il nous conseillait d'écouter Pink Floyd en lisant Jonathan ou Ravi Shankar, c'est vrai, très Ravi Shankar. Donc c'est étonnant, et puis c'est vrai que c'était un héros qui se recherchait lui-même, qui avait une dimension très mystique, ce qui n'était pas souvent le cas à l'époque.
très dans une BD beaucoup plus manichéenne. Mais moi, je trouve que c'est plus exotique avec... Moi, j'adore À la recherche de Peter Pan, qui se passe dans le Valais. Ça, c'est le chef-d'œuvre. Et c'est d'une beauté. En fait, il y a une sorte de pureté. C'est vraiment, on dirait, c'est presque asiatique, tellement c'est magnifique. On a envie de faire du ski après, parce que ça se passe donc dans un village, dans le Valais, totalement blanc, avec ce héros qui fait du ski. Et justement, il transforme, vous savez, la pagination. C'est-à-dire que les bulles explosent. Ah non, mais enfin voilà. Et c'est vraiment beau, on se laisse transporter. Le découpage. Et là, dans cette À la recherche de Peter Pan, je trouve que c'est vraiment formellement, c'est magnifique. Juste une précision. Catherine, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissiez, pardonnez-moi? Moi, personnellement, je ne le connaissais pas et j'ai contacté mes amis auteurs de bande dessinée ou amateurs de bande dessinée au Québec et ils m'ont confirmé qu'il est assez peu connu. Par contre, ils m'ont permis de me mettre sur la piste du petit frère québécois de Causé. Et là, je suis très contente de pouvoir le faire découvrir à Michel en particulier. Alors, il s'appelle Jean-Sébastien Bérubé et il a écrit « Comment je ne suis pas devenu moine ». C'est son histoire personnelle. À 25 ans, il est parti au Népal et au Tibet dans l'intention de devenir moine et il est confronté à, comment dire, toutes ces désillusions. Il se fait extorquer de l'argent par des faux moines bouddhistes, on lui ment. Et il est vraiment très troublé par ce grand mensonge, cette poudre aux yeux, cette exploitation aussi de l'intérêt des Occidentaux pour les philosophies orientales. Alors, c'est vraiment passionnant, c'est très, très bien écrit. Et lui a lu, évidemment, tout Causé quand il était plus jeune. Et Causé lui a donné envie d'aller au Tibet. Alors, moi, je me suis replongé dans Jonathan, que j'avais quand même perdu de vue, et j'ai en effet retrouvé, pour ma génération en tout cas, une époque. C'est le routard, c'est Peace and Love, c'est Katmandou, c'est les hippies, etc. C'est ce monde où on pouvait encore rêver et dont on voit aujourd'hui une certaine naïveté. En même temps, je pense que Causé a porté cela vraiment au sommet de l'art, tout comme certains ont fait des road movies. Je crois qu'on peut dire que lui, il a inventé la road BD. Il y a un autre Suisse dont on n'a pas parlé et qui, comme Causé, a aussi fait ses classes en Belgique, c'est De Rib, qui est un dessinateur, auteur-dessinateur, qui, lui, avait plutôt essayé de dépeindre le monde des Indiens, etc. Voilà, Yakari. C'était plus pour les enfants. Causé était le coloriste. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà l'affiliation aussi. Et donc, c'est évidemment un passé. Et en même temps, j'ai pu me plonger dans sa nouvelle BD, dont le titre m'échappe pour le moment. Calypso, voilà. En noir et blanc. Et j'ai trouvé quand même une capacité de se renouveler, une volonté de faire quelque chose d'actuel, de prendre des risques aussi. Par exemple, c'est sa première BD en noir et blanc. Chez Futuropolis aussi, d'ailleurs. Les deux, je pense qu'il faut saluer. Voilà quelqu'un qui, en effet, a eu son heure de gloire dans les années 70, 80, etc., un monde un peu enfoui, et qui est capable aujourd'hui de se replonger dans la réalité d'aujourd'hui et de décrire cela avec quelque chose qui est beaucoup plus actuel. Je trouve que... même si on y trouve aussi dans Calypso la nostalgie, les amours mortes, etc., parce qu'on ne se refait pas, c'est sa génération. Mais je trouve qu'il faut saluer cette évolution. Alors, Estelle et Michel. Voilà, c'est une histoire avec des personnes âgées, parce que bien sûr, c'est ça. Mais voilà, mais ça montre qu'il est authentique. Ça montre son authenticité. Je vous invite à revoir l'affiche qu'il a créée pour Angoulême, où il y a un peu tout son univers qui est résumé, c'est-à-dire avec Jonathan, avec de très belles femmes, une plutôt tibétaine, l'autre blonde. Je crois que c'est celle où il a eu le prix. C'était Kate. Le Grand Prix. Voilà. Et alors, il y a aussi Mickey. Il y a aussi Mickey, puisqu'il a repris un Mickey, mais d'une façon très vintage, c'est-à-dire vraiment les Mickey à l'ancienne, à la manière de Disney. Il raconte l'histoire de la rencontre de Minnie et de Mickey. Voilà. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, simplement, juste une précision. Alors oui, il a eu du succès dans les années 70-80, mais il a eu du succès tout le temps. C'est pas un dessinateur ou c'est pas un auteur de BD qu'on a perdu de vue et soudain qu'on a ressorti en 2017 en lui donnant le Grand Prix d'Angoulême. À la recherche de Peter Pan, ces deux tomes qui sont sortis au milieu des années 90, c'est effectivement
pour moi et pour un certain nombre de critiques, le chef-d'œuvre absolu de Cosé, parce que Cosé, alors c'est Jonathan, c'est la série, je crois il y a 16 tomes aujourd'hui, mais à côté de ça, il a aussi fait des histoires en 1 ou 2 romans. Il y a Le voyage en Italie, il y a La recherche de Peter Pan, il y a Zélie Nord-Sud qui raconte le retour au Burkina d'une jeune Burkinabé qui était en Suisse. Enfin bref, parce que ce qui a toujours intéressé Cosé, ce qu'expliquait, dont on parlait tout à l'heure Alain, pardon, c'est l'homme qui l'a toujours intéressé. C'est à travers les voyages, à travers les paysages, à travers la nature, à travers ces formidables dessins de montagne, notamment dans La recherche de Peter Pan, c'est toujours l'âme humaine qui l'intéresse, celle de son héros ou d'une manière générale. Et donc, ça devient des romans ou des BD qui sont intemporels parce que l'humain est intemporel. C'est un humaniste. Et cette recherche-là, elle existe tout le temps. Et c'est ce qui fait que voilà, il reste d'actualité aujourd'hui, et d'autant plus qu'il sort des BD encore aujourd'hui. Catherine. Ça se voit physiquement d'ailleurs. L'avez-vous vu se Cosé avec ce regard bleu, intense, profond? Il a quelque chose d'un sage, Cosé. Oui, il vit à la montagne, c'est son vrai biotope, et c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Il ne parle jamais de sa vie privée. Il vit pratiquement retiré, mais voilà, ça lui permet de créer. Et il crée toujours, ce qui est intéressant aussi. Il crée en dessinant sur du papier et avec une plume. Il ne veut pas entendre parler d'ordinateur. Il a essayé une fois, il a suivi une formation de 3 jours. Il dit, je peux pas faire ça. Lui, il a besoin du papier, de l'odeur, du bruit. Est-ce qu'il a aimé les tuches? Laura, on lui demandera. Laura, mais sur le comme web. le disait Michel, il est retiré un peu du monde dans sa montagne. Alors, il y a un compte Facebook qu'on suppose être officiel où il y a une photo de lui à la montagne, mais qui est peu suivi, où on peut retrouver son actualité. Mais il est quand même connu à l'international et c'est des sites étrangers qui lui rendent plus hommage que des sites francophones. Il y a un site qui s'appelle The World of Cosé. Alors, on n'a pas besoin de parler l'anglais. Je sais qu'ici, on plébiscite tout ce qui est francophone, mais pour une fois, comme il y a les dessins, il y a toute son histoire. C'est-à-dire que la personne qui est un fan de Cosé retrace tout depuis le départ. Alors, on voit même sa première publication. C'était un dessin où il a fait la couverture de Spirou Magazine en 1969. Il a même fait il était illustrateur. Il a illustré des couvertures des pochettes de vinyle. Donc, c'est intéressant de voir tout ce travail-là. Et puis, c'est sur les réseaux sociaux, même si lui ne s'exprime pas, on s'exprime pour lui. On l'adore. On poste beaucoup de photos de lui. Effectivement, il paraît très sage. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est en Suisse qu'on trouve les pulls de Bernard Cosé? Parce qu'il a des pulls particulièrement moches, mais qui lui vont très bien, mais improbables. On ne sait même pas que ces pulls peuvent exister. D'ailleurs, ils pourraient figurer dans les tuches 3. Décrivez à qu'est-ce qu'ils ont ces pulls, Laurent. Ils sont très bariolés avec des motifs qu'on ne soupçonnait pas pouvoir exister, en tout cas. Voilà, c'est des pulls de Noël, en fait. Voilà, on découvre exactement. Mais qui était très à la mode dans les années 60, j'imagine. Voilà. Non, enfin, mais ils se renouvellent, ils se renouvellent. Donc, c'est pas les mêmes pulls à chaque fois. Bernard Cosondé est en dehors des modes. Voilà. Nous allons parler maintenant de la culture dans le monde entier. C'est le ZAP culturel francophone que voici. Étape indispensable de 300 millions de critiques. Oh, mon amour. Oh, tu m'as tellement manqué. Je sais pas, Michelotte. Bonjour, madame. Donc Danny Boone a tenté sa chance à Berg, il a donc été reçu en mairie. Des ch'tis tours sont toujours organisés. Ce sont des visites des lieux mythiques du tournage. L'heure du voyage est proche. Qu'il parle de vol, de viol, de suicide ou de meurtre, ce qui lie un fait divers à un autre, c'est la fascination qu'il exerce sur nous. Moi, les questions que je me posais, c'était pourquoi il y a autant de violence dans les familles? Pourquoi il y a autant de violence à l'école? Pourquoi il y a autant de violence dans la société dans laquelle on vit? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 € par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mourriez tout de suite. Et c'est vraiment un signal pour dire attention, on est ici temporairement, la vie passe, le temps passe. Voilà, ça fait 10 jours qu'Alain Berset est rentré en fonction et c'est... ça vous... Je sais pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est? C'est le nouveau président suisse, putain, personne sait qui c'est, ça me rend dingue. Je vais aux États-Unis, je me moque des Américains. Je vais en Afrique, je me moque des Africains. Je vais au Moyen-Orient, non. Sous l'impulsion du nouveau prince héritier, Mohamed Ben Salman, le pays s'ouvre peu à peu à des manifestations culturelles jusque-là interdites. On peut dire que s'amuser n'est plus interdit. Je sais pas dire, mais... Et toi, Jean-Claude Germain, qui de première main a créé et porté au théâtre d'aujourd'hui le génie d'une langue et d'une tragédie qui fait que nos classiques sont nos contemporains. Le chant, c'est mon chant, où s'émotionnent les cultures. En ce chant, il y a mes racines, où mes émotions prennent vie.
Troisième sujet, nul n'est prophète en son pays, est une maxime qui colle parfaitement à ce groupe de rock dont nous allons parler dans un instant. Ils sont perpignanais, ils s'appellent les Limi-Ñañas. Ils ont conquis l'Amérique et tout le Gotha du rock anglo-saxon, alors qu'en France, ils étaient sous les radars de la presse musicale. En gros, depuis 20 ans, personne n'en parlait. C'est une erreur qui est enfin réparée. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Shadow People, encensé par la critique. Nous en parlerons juste après cet extrait de l'album des Limi-Ñañas, qui s'appelle The Shadow, donc, dans lequel vous allez reconnaître, et même certainement entendre, Emmanuel Séni. Voilà, Limi-Ñañas, donc c'est un duo à l'origine. C'est une histoire extraordinaire, puisqu'effectivement, lui, il travaille à la Poste à Perpignan depuis on ne sait pas combien de temps. Et tout d'un coup, les critiques rock du monde entier, alors qu'il a eu des dizaines de groupes. Il était disquaire avant. Hein, oui, il a été disquaire. Évidemment, il est musicien. Mais enfin, il a beaucoup travaillé. Sa vie, hein, voilà, disquaire aujourd'hui, il a quand même fallu, il a 50 ans aujourd'hui, il a fallu pendant des années gagner sa croûte du côté de Perpignan, vivre à Perpignan, ce qui est quand même totalement improbable pour émerger à 50 ans sur la scène mondiale. Et grâce effectivement aux Américains et aux Anglo-Saxons, alors c'est vrai que moi je les ai rencontrés pour leur précédent album, c'est-à-dire Malamore. C'est vrai que là, la presse française les découvrait parce qu'ils avaient un succès assez, en tout cas critique, important, mais pas en France. Et ils ont une histoire, vous l'avez dit, ils travaillent à la Poste, ils sont toujours, c'est des rockers, hein, c'est des purs, des authentiques comme Causé, mais voilà, dans leur style, dans leur musique, ils font du garage, ils ont une énorme culture musicale. J'adorerais aller chez eux parce qu'à chaque fois que je lis les articles, vraiment on sent que c'est un laboratoire musical, qu'ils ont beaucoup de guitares. C'est Marie qui est souvent à la guitare. Marie est donc l'épouse de Lionel et ils sont à la cool. Et c'est vrai qu'il faut un peu... Alors je pense que les Américains ont bien aimé leur côté un peu yéyé, c'est-à-dire un peu yéyé mais à la Gainsbourg, avec des chansons improbables. Il y a une chanson par exemple pour Malamore où il lisait une recette de cuisine quand même, mais avec un petit accent Frenchy et après musicalement ça assure derrière. Et il y a ce côté Frenchy, je pense qu'il a dû séduire les Américains, les Anglais. Et encore une fois, moi, ce qui est vraiment touchant chez eux, c'est qu'ils ne se la racontent pas. Et maintenant, ils sont hyper branchés, mais ils restent tels quels. Une petite question, Estelle, et après tout le monde va en parler, mais comment se fait-il que des gens qui ont 50 ans, qui vivent à Perpignan, dans un pays, la France, qui n'est quand même pas gigantesque, aient pu passer sous les radars de la critique pendant des années alors qu'ils existaient. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est grâce à Internet, en tout cas, qu'on les a connus. Mais oui, c'est grâce à MySpace. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout parce que c'est une plateforme qui est caduque, mais au départ, tous les musiciens qui voulaient se faire connaître poster leur tube sur MySpace et créer une communauté autour d'eux. Et je pense qu'ils ne sont pas exotiques en France. C'est-à-dire qu'ils sont exotiques aux États-Unis et en Angleterre, mais peut-être qu'en France, voilà, c'est pas aussi exotique. Moi, je ne vois que cette explication. Mais il y a quand même quelque chose dans l'attitude, elle avec sa crinière rousse à la batterie, lui avec sa barbe très, très fournie. Oui, ils en jettent tous les deux. Et ils sont très prolifiques aussi. Malamore, ça faisait pas très longtemps. 2-3 ans. Oui. Ils ont surtout beaucoup tourné. C'est-à-dire que c'est comme tous les groupes de rock, ce sont des gens qui ont fait des concerts, y compris quand la presse ne parlait pas beaucoup d'eux, ce qui est quand même la caractéristique de très nombreux groupes de rock, qui soient archi célèbres comme les Rolling Stones, ou qui soient pendant des années totalement inconnus comme nos camarades de Perpignan, ils tournent et ils jouent. Alors. Oui, il y a 3 circuits actuellement à la louche. Il y a évidemment la télé, etc., avec tous les concours. Il y a les réseaux du web qui sont en effet multiples, parce que si MySpace est devenu obsolète, il y a d'autres circuits par lesquels il y a moyen de se faire connaître aujourd'hui. Et puis, il y a le fait de tourner. Et c'est vrai que, par exemple, ils sont venus à Liège il y a quelques mois. Il y avait une bonne centaine de personnes qui les connaissaient
très très bien, alors que personne d'autre ne les connaissait. Et puis, à un moment donné, il y a une espèce de télescopage entre toutes ces voies vers la notoriété, le succès, qui fait que ça peut démarrer. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont quelque chose qui est original, outre leur look, leur style, patiné évidemment par les années, cette espèce de post-psychédélique. Ils ont eu le bon goût aussi de multiplier les collaborations avec des célébrités quand même pour leur album. Voilà, ils sont voilà. Et donc voilà, il y a subitement une espèce de configuration des astres qui fait que les choses décollent. Voilà, il y a un petit groupe, par exemple, anglais, et alors là, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'ils ont 20 ans, donc ils n'ont pas attendu d'être inconnus. Mais c'est pareil, ils ont tourné, ça s'appelle Shame, et maintenant, vous les retrouvez partout, tout le monde dit que c'est le grand groupe de rock qui va exploser dans les années qui viennent. Bref, c'est ça, l'avantage de ce type de musique, c'est qu'elle procure des destins inverses, mais qui peuvent arriver au succès. Michel, vous voulez dire quelque chose? Et après, ce sera à Catherine. Vous parliez tout à l'heure, quand vous posez la question de savoir pourquoi ils sont passés sur le radar, je crois qu'il y a la réponse dans la question que vous posez. D'abord, ils sont de Perpignan. Donc en France, quand vous êtes en province, c'est quand même compliqué de réussir. À Noir Désir, ils étaient du Sud-Ouest. Ouais, mais alors, c'est la conjonction de trois choses. D'abord, ils sont à Perpignan. Ensuite, les médias, d'une certaine manière, aujourd'hui, accordent de moins en moins de place à la musique et encore moins au rock. Et puis ensuite, ils font ce type de rock qui est le rock garage, qui est quand même un petit peu underground. Et donc, entre guillemets, il y a une esthétique, en tout cas dans la façon de faire la musique, qui sont un peu des purs, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie de rechercher la commercialisation, le succès. Il n'y a pas cette volonté-là. J'ai discuté avec un ami qui bosse pour une maison de disques et dans l'événementiel en Suisse, qui alors lui est un rocker fondu. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait un vrai monde de rock underground en Suisse avec un certain nombre de groupes que j'ai écoutés depuis qui sont absolument splendides, mais vraiment, ça joue voilà, sur du velours. Mais ils ont pas. Il y a un esprit punk chez ces gens-là, vraiment. Ils n'ont pas forcément envie de vouloir du succès à tout prix, de faire la musique commerciale, donc ils gardent une esthétique qui est la leur. Que ce soit Velvet Two Stripes, qui sont 4 filles suisses alémaniques, ça dépote vraiment magnifiquement. The Giant Robots, The Animan, qui est certainement le groupe le plus connu à l'heure actuelle en Suisse, qui fait du rock underground. Je vous assure, je vous passe ça, vous allez trouver ça génial. Jamais vous n'imaginerez que c'est suisse. Les Léminiages chantent en français. Il y a aussi une chose qui est fondamentale dans cette arrivée un peu tardive, c'est qu'aujourd'hui, la musique des jeunes, c'est quand même plus le rap. Bien sûr. Et que l'un des problèmes aujourd'hui du rock, c'est que c'est vécu presque comme une musique muséographique pour une partie de la jeunesse qui, à part les grandes stars internationales, écoute assez peu de rock. Je ne sais pas si c'est comme le cas en Belgique. Tout à fait. C'est un phénomène générationnel. Je ne pense pas que les gens de 15-16 ans vont se retrouver a priori dans ce genre de musique. Un certain nombre, sans doute, mais le rap est devenu aujourd'hui la musique des nouvelles générations. Il faut le reconnaître. Est-ce que, justement, on en a entendu parler en Belgique? Oui, le disiez-vous? Oui, en effet, puisqu'on les connaissait déjà avant dans un certain circuit. D'ailleurs, leur prochaine tournée ne passe pas par la Belgique, c'est quand même un peu dommage, mais ils seront à Lille, et Lille, c'est tout près de chez nous, c'est les ch'tis. Catherine. Alors, étonnamment, les Liminianas ne sont jamais venus au Québec. Je dis étonnamment parce qu'ils ont tourné beaucoup aux États-Unis, à côté, juste en dessous. Et étonnamment aussi parce qu'ils ont un bassin de fans chez nous. On les entend sur les ondes des radios étudiantes, essentiellement, un peu sur les ondes de Radio-Canada aussi, dans des émissions plus alternatives, on va dire. Mais là, peut-être qu'avec le succès, la reconnaissance française, hexagonale, peut-être qu'on va les voir apparaître, je ne sais pas, aux prochaines francopholies, c'est une demande. S'ils vont continuer à faire des petites salles type la maroquinerie ou s'ils vont accéder à quelque chose de différent, parce que le fait d'être... Ils ont quand même fait la une de Rock & Folk. Mais le fait de faire la une de Rock & Folk ne veut pas dire que vous allez remplir les zéniths. Et la maroquinerie, c'est quand même la salle la plus courue, enfin la plus connue même pour les artistes qui passent à la maroquinerie. Enfin, c'est pas n'importe quoi. C'est pas l'Olympia, mais attention. Je dis que c'était n'importe quoi. C'est très branché. Alors cette histoire et cet adage, là, nul n'est prophète en son pays, ça m'a rappelé un peu le parcours de groupes comme Arcade Fire. En premier lieu, on réalisait pas du tout l'impact qu'il pouvait avoir à l'extérieur du Québec et du Canada, adulé, admiré, on va dire, par David Bowie, par David Byrne, quand même, c'était énorme. Arcade Fire, on peut citer Malajube aussi. Enfin, il y a des groupes comme ça qui vraiment ont connu une carrière. Maintenant, Arcade Fire, c'est un groupe mondial. Oui, tout à fait. Un peu francophone grâce à Régine, rappelons-le. Oui, qui fait partie du groupe.
Et un peu haïtien aussi. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de nouveau sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Oui, depuis peu. Est-ce que c'est Emmanuel Seigné qui les a aidés à ça? Parce que c'est tout récent, c'est depuis début octobre qu'ils ont un compte Instagram. Ça a joué un rôle, évidemment. Et forcément, c'est la vidéo, le clip où elle chante qui a le plus de succès sur Internet. Et donc, est-ce qu'elle les briefe? Si elle les briefe très bien parce que leur compte est plutôt bien fait. Il y a des photos. Estelle qui voulait rentrer chez eux, c'est un moyen de découvrir les coulisses parce qu'il nous faut rentrer pendant leur répétition. Il y a plusieurs photos et qui sont bien prises, qui sont postées sur ces réseaux. Et effectivement, c'est pas une musique commerciale, mais les fans du groupe sont très assidus et très engagés. C'est là où on voit la différence avec des musiques classiques. C'est-à-dire que quand on aime les Limignonas, on l'aime un jour, on l'aime toujours et on est à fond, on les défend sur le web également. Bon, alors, on se souvient qu'Emmanuel Seigné avait notamment travaillé avec Ultra Orange aussi, donc elle a toujours eu, bien qu'elle soit une vedette populaire qu'on trouve dans de très grands films, un goût pour ce rock, qui est le rock à mi-chemin entre le psychédélique, les Ramones, enfin bref. Voilà pour les Limignanas. Nous allons terminer donc avec les coups de cœur et commencer par vous, Michel. Alors, un coup de cœur littérature pour moi cette semaine et qui est destiné un petit peu à tout le monde puisque c'est la littérature sur Internet avec un site qui s'intitule eBooks en anglais, eboks-bnr.ch. Et sur ce site-là, vous allez retrouver un certain nombre de livres pour lesquels les auteurs sont libres de droit désormais. C'est notamment le cas d'un auteur suisse fort connu qui s'appelle Charles Ferdinand Ramu, décédé il y a 70 ans cette année, donc désormais son œuvre est libre de droit. Elle est digitalisée en ce moment par des bénévoles de la BNR, la Bibliothèque numérique romande, et c'est l'occasion d'accéder à cette littérature où que vous soyez dans le monde, par Internet, parce que les librairies, il n'y en a pas forcément partout, les librairies francophones qui plus est. Donc sur ce site-là, vous avez accès à un certain nombre de livres, dont l'intégralité désormais de l'œuvre de Charles Ferdinand Ramu. Et puis si vous voulez commencer par un bouquin, commencez par exemple par La beauté sur Terre. C'est magnifique. Moi, je vais vous parler d'un site absolument génial qui s'appelle l'Université virtuelle du temps disponible, qui propose chaque jour une conférence à laquelle... Temps de cerveau disponible. Non, du temps disponible, qui au départ a été créé pour les personnes qui sont un peu isolées, qui n'ont pas l'occasion de venir dans des grandes villes, voir des expositions ou assister à des conférences historiques. Donc là, tout n'est que culture et un peu de science également. On peut revoir et comprendre l'exposition sur César, puisqu'il y a une conférence qui lui est dédiée. Et chaque jour, il y a un rendez-vous. Comme on assiste à une conférence en réel, et bien là, c'est une conférence virtuelle. On se connecte, on peut échanger avec la conférencière à la fin et échanger les uns les autres. Donc c'est très bien et c'est gratuit. Alain. Le Banade Festival. Banade. De Banade, ça veut dire Brussels Art Nouveau et Art Déco Festival, c'est de l'architecture. Ce sont des visites guidées qui vont permettre de découvrir une cinquantaine de maisons et d'immeubles datant du début du XXe siècle dans différents lieux bruxellois. Et c'est en l'honneur de l'année Victor Horta, que vous connaissez, le célèbre architecte belge de l'Art Nouveau. C'est du 10 au 25 mars. Il y a des immeubles de Victor Horta à Paris. Je crois qu'il y en a un rue du Champ de Mars. Catherine. Je vais faire honneur à Michel. Grande rétrospective, Alberto Giacometti. Sculpteur immense d'origine suisse, rétrospective présentée à Québec, dans la ville de Québec, dans le magnifique pavillon Pierre Lassonde, tout en verre. C'est absolument splendide. Première rétrospective pour le Québec, de par son volume, la variété des œuvres présentées. On parle de 230 œuvres. Des peintures, des sculptures bien sûr, également des dessins. Elle était présentée à la Tate Modern de Londres. Elle ira ensuite à New York et à Bilbao, si je ne me trompe pas. Elle est présentée jusqu'au 13 mai prochain et il y a plusieurs événements en marge de cette exposition, notamment, et je trouve ça génial, un spectacle de danse, Danser Giacometti. Imaginez un chorégraphe qui fait danser ces danseurs, l'homme qui marche, et tout ce qu'on peut imaginer. Oui. Il faut rappeler qu'il y a une extraordinaire biographie qui vient de sortir de Giacometti par Catherine Grenier et qui d'ailleurs s'occupe de la fondation Giacometti.
À Paris. Estelle. Un coup de cœur musical pour un artiste assez étonnant. Il s'appelle Molécule, c'est son nom de scène. Et en fait, il aime les projets aventureux. Il y a 3 ans. Molécule. C'est pas son et donc, nom. Non, c'est pas son nom. Et son nouvel album s'appelle Moins 22-7 parce qu'il l'a enregistré au Groenland, dans un petit village inuit totalement perdu. Et lui, ce qu'il aime, donc, c'est capter les sons et après faire de la musique électronique avec les sons. Et là, donc, on entend la banquise, on entend la glace, on entend les jappements. On entend la banquise. On entend la banquise. Et oui, la glace. Elle fond. Et voilà. Et d'ailleurs, moins 22,7, c'est la température la plus extrême qu'il a vécue là-bas et qui est finalement, c'est pas grand-chose. Et c'est un signe du réchauffement climatique. C'est aussi un album. Enfin, lui, c'est son constat. Il n'est resté que 36 jours sur place. Mais c'est vrai que la démarche, je trouvais extrêmement intéressante, c'est-à-dire partir, récupérer des sons de la nature, donc là, le Groenland, et pas seulement, encore une fois, les jappements des chiens de traîneau, voilà, tous les bruits. Il en a fait donc cet album, moins 22,7, un très bel album électro. Voilà, vous savez qu'en France, ce sera mon coup de cœur. Nous vivons une sorte de renaissance tragique des faits divers, l'affaire Daval, l'affaire de la jeune Maëlys ou les règlements de comptes familiaux. Et donc, voici que les 2 meilleurs chroniqueurs judiciaires français, qui en plus écrivent très bien, Stéphane Durand-Soufflant, Le Figaro, et Pascal Robert Diard, donc Le Monde, publient Jour de crime chez l'Iconoclaste. Ce sont des récits, alors ils ont raconté chacun de leur côté 15 ans d'audience dans les tribunaux des grands procès. Voilà, ça s'appelle Jour de crime, c'est publié chez l'Iconoclaste. Voici ce livre et vous allez, je dis pas vous régaler parce que le sujet ne nécessite pas ça, mais en tout cas, ça va beaucoup vous passionner. Ciao, on se retrouve la semaine prochaine.